Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons réviser l'essentiel du chapitre mouvement et référentiel. Et je commence par récapituler ce qu'il faut savoir ou savoir faire dans cette partie du programme. Il faut connaître les trois référentiels classiques de la mécanique et leur utilisation. Je les présente ici, mais d'abord il faut expliquer ce qu'est un référentiel. La définition est à connaître par cœur. Un référentiel, c'est un objet, ou un corps, c'est la même chose, qu'on choisit comme point de repère pour étudier le mouvement d'un autre objet ou d'un autre corps. Parce que, on n'y pense pas dans la vie de tous les jours, mais à chaque fois qu'on observe le mouvement de quelque chose autour de nous, on considère forcément ce mouvement par rapport à quelque chose d'autre, par rapport au sol ou par rapport à nous. C'est-à-dire qu'on a toujours un point de référence, donc un référentiel. Alors les trois référentiels de base à connaître sont le référentiel terrestre. C'est soit le sol, soit un objet immobile par rapport au sol. On utilise ce référentiel pour étudier les mouvements de la vie de tous les jours, le déplacement d'un piéton, d'une voiture, d'un oiseau ou d'un avion, ce genre de choses. Ensuite, il y a le référentiel géocentrique. Donc, on va faire un petit peu de grec dans cette vidéo. Géo, ça veut dire la Terre. Bon, centrique, c'est le centre. Donc c'est un référentiel qui prend comme repère le centre de la Terre, donc le noyau si vous voulez. On utilise ce référentiel pour étudier le mouvement d'une comète à proximité de la Terre ou le mouvement d'un satellite par rapport à la Terre, ce genre de choses. Et enfin, il y a le référentiel héliocentrique. Hélios en grec, ça veut dire le Soleil. Donc c'est comme le référentiel géocentrique, mais cette fois-ci c'est centré sur le Soleil. Et celui-là, on l'utilise pour étudier le mouvement de quelque chose par rapport au Soleil, donc les planètes qui tournent autour ou des astéroïdes qui passent à côté. Ensuite, dans ce chapitre, il faut savoir utiliser la relation mathématique V, la vitesse, égale D, la distance, divisé par delta T, le temps ou la durée. On verra ça dans les deux derniers exercices qu'on résoudra. Et enfin, il faut savoir caractériser un mouvement dans un référentiel. Donc caractériser un mouvement, ça veut dire utiliser des mots spécifiques pour décrire deux choses. D'une part, la trajectoire d'un objet en mouvement, et d'autre part, sa vitesse. Et je vous propose de voir ça dans un petit tableau. Alors, en termes de trajectoire, un mouvement peut être rectiligne, c'est-à-dire une trajectoire en ligne droite, ou circulaire, donc qui décrit un cercle ou un arc de cercle. Alors, il y aurait bien d'autres trajectoires envisageables, mais en fait, ça c'est les deux trajectoires de base. Et il faut considérer que toutes les autres trajectoires découlent de ces deux-là. Donc toute trajectoire peut être décomposée en des morceaux en ligne droite et des parties arrondies si vous voulez. En ce qui concerne la vitesse, un mouvement peut se faire à vitesse constante, donc on dit qu'il est uniforme, à vitesse croissante, on dit qu'il est accéléré, ou à vitesse décroissante, là on dit qu'il est décéléré. On pourrait aussi dire ralenti à la place de décéléré, mais on préfère dire décéléré dans ce chapitre. Et donc, à partir de là, vous n'avez qu'à choisir parmi ces 1, 2, 3, 4, 5 mots pour décrire tout un tas de mouvements. J'en dis pas plus. On utilisera ces mots dans les exercices. Et c'est parti, on va maintenant résoudre 5 exercices. Exercice numéro 1. Caractériser les mouvements suivants. Donc on regarde ce tableau, situation A, situation B, situation C, sens du mouvement. Puis on voit des petits ronds là, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors pour comprendre en gros ce que représentent les trois situations présentées, il faut que je fasse une petite parenthèse pour vous parler des chronophotographies. Alors une chronophotographie, c'est par exemple ce genre de choses. En fait, c'est une sorte de mélange entre un film et une photographie. C'est-à-dire, un film, qu'est-ce que c'est d'habitude? C'est une série de photos qu'on fait défiler à l'écran les unes derrière les autres et ça donne l'impression du mouvement. Et là, en quelque sorte, la série de photos est rassemblée en une seule. C'est-à-dire que cette image, cette chronophotographie, elle nous montre les différentes étapes du mouvement d'un homme qui fait un bond. Et il faut imaginer qu'il a été photographié à intervalles de temps réguliers. Et on a mis toutes les images ensemble, et donc on peut voir les différentes étapes de son mouvement. Alors je vous montre d'autres chronophotographies. Donc là, par exemple, c'est un oiseau qui vole. Et puis une dernière, un basketteur là, qui lance le ballon. Et alors on a juste chronophotographié la partie du haut, hein. Le reste en bas, on n'a gardé qu'une seule photo. Mais voilà, on voit les différentes étapes du mouvement du ballon avant d'atterrir dans le panier. Donc maintenant qu'on a vu ça, on peut revenir sur l'exercice 1. Et on comprend qu'en fait, ces petits ronds de couleur rose pâle, c'est un objet en mouvement dont on a marqué les différentes positions. Alors, on commence situation A, donc l'objet, on voit qu'il suit une ligne droite, donc ça veut dire qu'on a un mouvement rectiligne. Et puis, on regarde la distance qu'il y a entre chaque instant représenté, et on voit que la distance est de plus en plus grande, donc ça veut dire que l'objet accélère. Donc pour la situation A,
on a un mouvement rectiligne accéléré. Ensuite, situation B. Donc là, je pense qu'on voit facilement que c'est un mouvement circulaire, hein, ça décrit un arc de cercle. Et ensuite, on va regarder la distance qu'il y a entre chaque position, et moi je vois qu'au départ, la distance est assez importante, et ensuite elle est de plus en plus réduite. Donc ça veut dire que l'objet ralentit. Donc pour la situation B, on a un mouvement circulaire décéléré. Et enfin la situation C, donc on voit que l'objet monte, mais à la limite on s'en fiche, on voit simplement qu'il suit une ligne droite. Et on regarde la distance entre chaque position, et on voit que c'est toujours la même. Donc ça veut dire que la vitesse reste la même. Et ça s'appelle un mouvement uniforme. Donc pour la situation C, on a un mouvement rectiligne uniforme. On passe à l'exercice numéro 2. Une petite fille, debout sur le quai d'un port, observe la marche d'un ferry qui s'éloigne de plus en plus vite sans faire de virage. Elle aperçoit tout à coup un passager immobile qui lui fait signe. Derrière lui, 2 personnes âgées se promènent sur le pont à pas lents et en ligne droite. Question A. Quel est le mouvement du passager dans le référentiel du quai ? Là, typiquement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est répondre de manière naïve, c'est-à-dire dire la première chose qui nous passe par l'esprit. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en gros, l'idée, c'est que vous avez vu un chapitre, et dans un chapitre, il y a des notions, il y a un vocabulaire. Et en gros, on attend de vous que vous réutilisiez ces notions et ce vocabulaire. Sinon, voilà, si vous y faites pas appel, ça sert à rien de faire un chapitre. Donc là, on nous parle de mouvements, on sait que sur les mouvements, on peut dire qu'ils sont rectilignes, circulaires, uniformes, accélérés, décélérés. Donc on va forcément utiliser ce vocabulaire-là. Maintenant, on réfléchit à la question, quel est le mouvement du passager dans le référentiel du quai ? Donc dans le référentiel du quai, ça veut dire par rapport au quai. Quel est le mouvement du passager par rapport au quai ? Donc on va lire dans le texte les indices qui sont donnés concernant le mouvement du passager. Donc on nous dit que le passager il est immobile. Donc, sous-entendu, il est immobile sur le ferry. Donc si le passager ne bouge pas par rapport au ferry, le mouvement du passager dans le référentiel du quai, c'est le même que le mouvement du ferry dans le référentiel du quai. Donc là, on va lire dans le texte des informations pour voir ce que fait le ferry par rapport au quai. Donc on nous dit qu'il s'éloigne de plus en plus vite, sans faire de virage. Donc de plus en plus vite, ça veut dire mouvement accéléré. Sans faire de virage, ça veut dire mouvement rectiligne. Donc on répond... Le passager a un mouvement rectiligne accéléré dans le référentiel du quai. Question B. Quel est le mouvement du passager dans le référentiel du ferry ? Alors là, c'est beaucoup plus facile comme question. Qui plus est, on y a déjà répondu, puisqu'on a dit que le passager il était immobile sur le ferry. Donc dans le référentiel du ferry, le passager est immobile. Question C. Quel est le mouvement des 2 personnes âgées dans le référentiel du ferry ? Alors, les personnes âgées, là, elles sont en mouvement quand même. On nous dit qu'elles se promènent sur le pont à pas lents et en ligne droite. En ligne droite, traduction, mouvement rectiligne. À pas lents, donc ça, c'est censé nous donner une indication sur leur vitesse. En fait, s'ils vont à pas lents, on sait que tous les pas sont lents, ou plutôt tous les pas sont de la même lenteur. Autrement dit, ces 2 personnes âgées n'accélèrent pas, ne ralentissent pas. Donc ça veut dire qu'elles ont un mouvement uniforme. Donc on répond, les 2 personnes âgées ont un mouvement rectiligne uniforme dans le référentiel du ferry. On passe à l'exercice numéro 3. Petit 1, définir ce qu'est un référentiel. Bon, là je vais pas m'étendre, c'est la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Un référentiel est un corps qui sert de repère pour étudier le mouvement d'un autre corps. Question 2, dans quel référentiel doit-on se placer pour étudier le mouvement, petit a, de la Terre autour du Soleil ? Alors, on ne veut pas caractériser le mouvement, on veut juste savoir le référentiel d'étude. Donc la Terre, elle tourne autour du Soleil, donc on va se centrer en fait sur le Soleil. Donc on répond, on se place dans le référentiel héliocentrique. Petit b, pour étudier le mouvement d'un nuage qui passe dans le ciel. On s'imagine la situation, voilà, quand on regarde un nuage, habituellement, on est immobile au sol et puis on le regarde passer. Donc si on est immobile au sol, ça veut dire on se place dans le référentiel terrestre. Petit c, pour étudier le mouvement d'une hôtesse de l'air qui vous apporte une boisson. Donc on imagine bien que si on parle d'hôtesse de l'air, c'est qu'on doit être dans un avion, et que l'avion il est en train de voler. Alors on pourrait imaginer de se mettre dans le référentiel terrestre, mais en fait, faut voir la scène. On est dans l'avion, on regarde l'hôtesse qui arrive et qui nous apporte une boisson, donc en fait l'extérieur on s'en fiche, on s'y intéresse pas. Donc réponse, on se place dans le référentiel de l'avion.
Petit d, pour étudier le mouvement de la Station spatiale internationale ISS autour de la Terre. Donc la voilà. Donc cette station spatiale, elle tourne autour de la Terre, c'est-à-dire que son mouvement il est centré sur la Terre. Donc on se place dans le référentiel géocentrique. Et dernière question, petit e, pour étudier le mouvement de Titan autour de Saturne. Alors l'astérisque nous précise que Titan est un satellite naturel de la planète Saturne. Donc c'est un peu la même réponse que dans la D, mais sauf que là c'est centré sur Saturne. Donc on se place dans le référentiel centré sur Saturne, qu'on appelle aussi référentiel chronocentrique. Alors d'où ça sort ce chronocentrique en plus avec un K? Donc en gros l'idée, regardez, on ne dit pas le référentiel thérocentrique, on dit le référentiel géocentrique. Donc à chaque fois qu'on va créer ces adjectifs, on va se baser sur la racine grecque en fait, parce que géo c'est la Terre en grec. Donc voilà, il se trouve que Saturne c'est une planète, mais c'est aussi un dieu romain, et chez les Grecs ce dieu il s'appelle Chronos, donc ça fait chronocentrique. Donc petite parenthèse culturelle, par exemple si on avait un référentiel centré sur la Lune, on appellerait ça un référentiel sélénocentrique, parce que Séléné c'est la déesse de la Lune chez les Grecs. Si on avait un référentiel centré sur Jupiter, on appellerait ça un référentiel zénocentrique, parce que Jupiter chez les Grecs c'est Zeus. Si on avait un référentiel centré sur Neptune, on appellerait ça un référentiel poséidocentrique, parce que Neptune c'est Poséidon chez les Grecs. Et un dernier pour la route, si on avait un référentiel centré sur Pluton par exemple, ça s'appellerait le référentiel adéocentrique, puisque Pluton c'est Hadès chez les Grecs. Voilà, la petite parenthèse culturelle est finie, et on a terminé l'exercice 3. On passe à l'exercice 4, où là on va faire des calculs. Lors d'un rallye du désert, un camion parcourt en ligne droite et sans changer de vitesse la distance de 261 km sur une durée de 3 heures. Question A. Calculer la vitesse moyenne de ce véhicule en km par heure. Alors c'est le moment de sortir notre relation mathématique V égale D divisé par delta T. Cette relation mathématique, elle a des unités légales qui sont le mètre pour la distance, la seconde pour le temps, et donc si la distance est en mètres et le temps en secondes, on aura une vitesse en mètres par seconde. Néanmoins, on peut utiliser d'autres unités, et là c'est ce qui nous est demandé dans la question, puisque on veut une vitesse en kilomètres par heure, ce qui veut dire qu'on doit avoir la distance en kilomètres, ça tombe bien, elle est en kilomètres, et le temps en heures, ça tombe bien, il est en heures, donc on n'a aucune transformation à faire. Et donc on remplace V et delta T par leur valeur, 261 divisé par 3, et ça donne pile 87 km par heure. Question B, refaire le calcul en mètres par seconde. Donc on va devoir convertir 261 km, il va falloir le transformer en mètres, et ça fait 261 000 mètres. Et alors 3 heures, il va falloir transformer ça en secondes. Donc déjà il faut déterminer combien il y a de secondes en 1 heure. 1 heure c'est 60 minutes, chaque minute contient 60 secondes. Donc 1 heure c'est 60 fois 60 égale 3600 secondes. Et comme là il y a 3 heures, eh bien delta T vaut 3 fois 3600 égale 10 800 secondes. D'où on réécrit notre relation mathématique, V égale D divisé par delta T, égale 261 000 divisé par 10 800, et ça donne 24,17 mètres par seconde si on arrondit un peu. Question C, caractériser le mouvement du camion dans le référentiel terrestre. Donc là c'est un peu le même genre de question que dans l'exercice 2. Donc on va relire l'énoncé pour repérer les indices. Donc le camion il parcourt en ligne droite, donc ligne droite, mouvement rectiligne, et sans changer de vitesse. Donc le mouvement est uniforme. On répond, le camion a un mouvement rectiligne uniforme dans le référentiel terrestre. Et on termine avec l'exercice 5. Dans un parc d'attractions, une grande roue de 65 mètres de hauteur fait un tour complet en 3 minutes. Question A, calculer sa circonférence en mètres. Ah, là on est dans les mathématiques. Puisque la circonférence d'un cercle, c'est le tour d'un cercle. Si c'était un rectangle, on parlerait de périmètre par exemple. Donc cette circonférence, elle est égale à 2 fois le nombre pi fois le rayon du cercle. Donc on réfléchit, on se fait un petit dessin. Le rayon c'est ça, est-ce qu'on nous donne le rayon dans l'énoncé? On nous donne 65 mètres de hauteur, donc on va représenter ça. 65 mètres de hauteur, ah mais finalement la hauteur ça correspond au diamètre sur notre schéma. Or le rayon c'est la moitié du diamètre,
Donc ça veut dire qu'on va avoir un rayon de 65 divisé par 2 égale 32,5 mètres. Et on fait notre calcul, 2 fois pi fois 32,5 égale environ 204,2 mètres. On a répondu à la question A. Question B. En déduire par le calcul la vitesse moyenne d'une de ces cabines en mètres par seconde. Donc là on utilise la relation mathématique de tout à l'heure, V égale D divisé par delta T. Donc la vitesse doit être en mètres par seconde, donc ça veut dire qu'on doit avoir le temps en secondes. Or là, si vous regardez dans l'énoncé, le temps, on a le temps d'un tour complet, mais il est en minutes. Donc on va commencer par convertir ça en secondes. 3 minutes, ça fait 3 fois 60 égale 180 secondes. Et cette cabine, elle met 3 minutes pour faire le tour complet. Et le tour complet, c'est la circonférence du cercle, c'est ce qu'on a calculé précédemment. Donc 204,2 divisé par 180, et ça fait environ 1,13 mètres par seconde. D'où on a obtenu la réponse à la question B. Et on termine avec la question C. Caractériser le mouvement de cette cabine dans le référentiel terrestre. Donc cette cabine, elle a un mouvement qui est circulaire, puisque c'est une grande roue. Et puis, elle fait un tour complet en 3 minutes, mais on peut imaginer que le tour complet suivant, elle le fait aussi en 3 minutes. Donc en fait, elle avance toujours à la même vitesse. Donc on répond, cette cabine a un mouvement circulaire uniforme dans le référentiel terrestre. Voilà, j'espère que ces quelques exercices et explications vous auront aidé. Si des questions persistent dans votre esprit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je vous invite à mettre un pouce vers le haut, ce qui est une façon de récompenser mon travail. Merci et à bientôt.